Michaela Wang, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec Omerta au sujet du livre que vous venez de publier, Rwanda, Assassins sans frontières, enquête sur le régime Kagame, un livre qui était déjà paru en anglais et dont la traduction a été assurée et la publication par les éditions Max Milo. C'est un livre qui porte sur un sujet complexe et sensible parce qu'il part d'un fait horrible qui est le génocide rwandais qui s'est déroulé en 1994. Comment vous êtes-vous intéressé d'abord au Rwanda? Comment avez-vous rencontré ce pays? Moi, j'étais basée à Kinshasa. J'étais pigiste pour l'agence Reuters et la BBC à l'époque, en 1994. Il y a eu le déclenchement du génocide. Et François Mitterrand, le président, il a envoyé Opération Turquoise à faire une intervention au Rwanda. Et vu que j'étais francophone et j'étais pas loin des événements, on m'a envoyé pour faire des reportages là-dessus. Et moi, je connaissais rien sur le Rwanda parce que j'avais jamais attendu que j'allais écrire des articles là-dessus. Et j'ai dû m'informer très vite fait. Et comme tout le monde, j'ai été horrifiée, traumatisée par ce que j'ai vu au Rwanda. Les corps, les cadavres, les massacres, la violence. Et après, j'ai suivi aussi les événements avec les réfugiés Hutus qui se sont enfuis du Rwanda dans le Congo. Après, il y a eu la rébellion de AFDL, la chute de Mobutu et tout cela. Et pour moi, c'était un grand chapitre dans ma vie de journaliste. Mais avec les années qui se sont passées, je me rendais compte que le Rwanda de nos jours et le FPR de nos jours, c'était pas exactement ce que moi j'avais mis en tête quand j'étais jeune journaliste, aller rencontrer ce mouvement pour la première fois, et que à un certain point j'ai été un peu naïve, un peu crédule, et que je me suis trompée dans plusieurs détails. Alors quand il y a eu la mort, l'assassinat de ce monsieur Patrick Karegeya, qui était l'ancien chef des renseignements à l'extérieur rwandais, qui a été assassiné en Sud-Afrique, je me suis dit que je voulais un peu expliquer à moi-même, mais aussi au public, comment j'ai changé mes opinions au sujet du FPR, pourquoi c'est un long parcours que j'ai fait comme reporter, mais aussi j'ai vu qu'il y avait plein d'autres gens qui ont fait le même parcours et il fallait expliquer comment ça se fait qu'on s'est trompé dans certains aspects et comment on a corrigé nos tirs, si on peut le dire comme ça. Alors justement, vous évoquiez à l'instant le FPR, le mouvement politique de Paul Kagame, l'actuel chef d'État du Rwanda. Comment s'est constitué ce mouvement, principalement constitué, je crois, de l'ethnie Tutsi? Quelles sont ses origines qui, si je me souviens bien, puisent ses racines dans un exil forcé? Effectivement, c'est un mouvement qui a vu le jour en Ouganda, parce qu'après qu'il y a eu la révolution Hutu dans les années 60, il y a eu tout le cour royal qui a été expulsé du Rwanda par les Hutus, la révolution Hutu, et ils ont pris la fuite. Ils se sont trouvés en Ouganda, en Tanzanie, au Congo, au Zaïre, comme on disait à l'époque. Les aristos d'autrefois sont devenus des paysans appauvris et ils ont dû trouver des boulots et gratter, faire de l'agriculture dans les camps de réfugiés. Et la vie était très, très dure pour ces gens-là. Et Paul Kagame, l'actuel président, il était un enfant et il a été élevé dans un camp de réfugiés en Ouganda.
Et après, il s'est rendu compte qu'il faisait partie d'une communauté qui était vraiment pas vraiment très bien acceptée par les Ougandais, qu'on les considérait comme des étrangers. Ils n'étaient pas très bienvenus. Et alors, il a eu une enfance dure, difficile. Et à un certain moment, il est entré dans le groupe de rebelles de Yoweri Museveni. Parce que lui, il a formé une guérilla, un groupe de rebelles, et il a trouvé plein de Rwandais il les a embauchés parce que c'était des jeunes fâchés, en colère, qui étaient prêts à devenir des rebelles. Et une fois que, à la faveur du génocide, ces gens qui composent aujourd'hui le FPR sont revenus au Rwanda, quelle a été la trajectoire de Paul Kagame, trajectoire politique, entre 1994 et aujourd'hui? Il y a eu le FPR a été une armée en secrète au sein de l'armée ougandaise après la chute de Milton Obote. Ils ont envahi en 90, dans les années 90. Le dirigeant du FPR a tout de suite été tué pendant l'invasion. Alors, on était un peu paniqués, le mouvement était en désordre, dans le chaos, et ils ont cherché un nouveau dirigeant, et c'est Paul Kagame qui est devenu le nouveau dirigeant. Et je pense qu'à cette époque-là, au moment de chaos suprême, que le FPR a beaucoup changé. Parce que le premier dirigeant, c'était un monsieur qui s'appelait Fred Rwigema, qui est très populaire, c'est un bon militaire, un monsieur qui savait comment mener une guérilla. Et Kagame n'était pas très populaire. C'est un homme qui venait des renseignements, il était formé en renseignements, et les autres, ses collègues ne le respectaient pas. Alors, c'est quelqu'un qui a dû s'imposer à travers la force et l'intimidation dans le propre mouvement qui était le FPR. Et je pense que c'est là qu'on voit un peu ce qui est devenu le Rwanda moderne, parce que c'est un président, un chef, qui il fait peur à sa propre population, mais malgré les déclarations qu'on voit sur Twitter, il n'est pas très aimé. Mais on a peur de lui et on sait qu'il ne faut pas l'opposer. Il ne faut rien dire, il faut se tenir en silence parce que les journalistes, les gens qui travaillent dans les droits de l'homme, les gens qui essayent de faire l'opposition politique, ils ont tous été écrasés, mis en tôle ou ils ont pris la fuite. Et son entourage, c'est sa famille, ses proches, les anciens exilés d'avant les années 90? Bon, c'est ça l'intéressant, parce que moi, si on regarde un peu tous les autres dirigeants, ses anciens collègues qui étaient ses proches, qui donnaient des conseils pendant qu'il était un jeune rebelle, quoi. La plupart maintenant, ou ils sont en tôle, ou ils sont en exil, ou ils ont été tués. Parmi eux, Patrick Karegeya, qui c'est un peu le protagoniste de mon livre, qui était son chef de renseignement, qui s'est fait étrangler dans un hôtel en Sud-Afrique. Un autre dirigeant très important, c'était le général Kayumba Nyamwasa, qui était le chef des forces armées à l'époque, et très important, un homme avec beaucoup de pouvoir, très populaire dans l'armée. Et lui aussi, il a dû prendre la fuite avec M. Patrick Karegeya, et ils ont formé une parti politique en opposition. Et Kagame n'a pas accepté ça. Alors, tous les deux, il les a ciblés. Ils ont envoyé les escadrons de mort. Et un de ces messieurs, il a été abattu. Il a été étranglé dans la chambre de l'hôtel. Le général, lui aussi, il a failli être assassiné, mais il s'est soigné et maintenant il est toujours en vie. Une autre question qui interroge beaucoup après la lecture de votre livre, c'est la responsabilité personnelle
du président Kagame dans les dizaines de milliers de morts qui ont été tués après août 1994, c'est-à-dire après la défaite des génocidaires Hutus. Oui, bon, effectivement, les réfugiés Hutus, avec eux, avec les civils, il y avait aussi les milices, les Interahamwe, qui ont commis les massacres, et aussi les membres de l'armée Hutu. Ils se sont enfuis en Tanzanie et aussi au Congo, au Zaïre. Et il y avait ces énormes camps de réfugiés. Moi, comme reporter, j'étais toujours là en train de visiter ces camps de réfugiés. Et on voyait que ces camps de réfugiés, il y avait des milices qui sortaient la nuit et ils traversaient la frontière pour attaquer les civils rwandais chez eux. Alors, à un certain moment, Kagame, il n'acceptait plus la présence de ces camps de réfugiés. Il a créé vraiment une rébellion qui s'appelait l'Alliance l'AFDL. Et cette groupe rebelle, soutenu par l'armée rwandaise, ils ont écarté les camps de réfugiés. La plupart des réfugiés sont rentrés chez eux, au Rwanda, mais il y avait une grosse partie qui se sont enfouis dans les forêts du Congo. Et c'est là-bas qu'il y a eu plein de massacres. Et on sait ça parce qu'il y a eu les journalistes, comme l'agence Reuters, la BBC, plein de journalistes très professionnels qui ont écrit des articles là-dessus. Il y a aussi Roberto Gareton qui a fait tout un dossier là-dessus, un investigateur des droits de l'homme. Et aussi, il y a eu les Nations Unies qui, en 2010, ils ont sorti un gros rapport de 550 pages qui a détaillé 617 atrocités commises sur le sol congolais par l'AFDL et aussi l'armée rwandaise. Alors, c'est une tuerie très énorme dont on parle toujours, Denis Mukwege, le monsieur qui a gagné le prix Nobel de la paix. Et il semble qu'on ne veut pas confronter le fait qu'il y a eu ces atrocités qui ont été commises quelques années après le génocide au Rwanda. L'histoire se poursuivant, vous évoquiez à l'instant la République démocratique du Congo, donc l'ancien Zaïre, qui est aujourd'hui encore soumis à des massacres et à des rébellions armées sur sa façade orientale, donc à la frontière du Rwanda. Peut-on parler aujourd'hui d'ingérence du Rwanda en République démocratique du Congo ? Et y a-t-il une responsabilité aujourd'hui de Paul Kagame dans tout ce qui est en train de survenir et dont la presse se fait écho encore ces tout derniers jours? Oui, bon, effectivement, il y a le mouvement 23 et on sait, grâce à une investigation, une enquête faite par les Nations Unies, un groupe d'experts, on sait, c'est très clair que c'est un mouvement de rebelles qui est soutenu, armé, équipé par le Rwanda. Et que c'est presque, ils bougent, leur stratégie, les actions sont classiques, ce sont typiques d'une armée classique. C'est pas une rébellion normale. Alors, la France est parmi un des pays qui a dit que ça ne va pas, que le Rwanda doit cesser de soutenir cette rébellion qui a créé 800 000 déplacés et qui aussi a commis des atrocités très bien. On a tous les détails de ces atrocités commises au Congo. Mais la France dit ça, mais il n'y a pas plus de pression que cela. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a Macron qui est passé à Kinshasa récemment. Il n'a pas articulé un seul mot de critique à l'égard de Paul Kagame. Entre-temps, il y a les États-Unis qui mettent beaucoup de pression sur Kagame. Anthony Blinken, il dit
en répétition, il dit il faut cesser, il ne faut plus soutenir le M23, il faut plus semer la confusion dans l'est du Congo. Mais ça continue malgré tout cela. Et moi, je pense que c'est très bizarre parce que la France a donné beaucoup de soutien financier au Rwanda. Il y a quelques années, on a annoncé un soutien financier de 500 millions d'euros. C'est énorme. Et on sait que Macron, il est très reconnaissante parce que Kagame a envoyé ses peacekeepers, ses troupes au Mozambique, il y aura l'installation de Total. Et j'imagine que c'est à cause de cela que Macron ne veut pas prononcer des mots très sévères à la rencontre de Paul Kagame. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'il y a la France qui annonce qu'ils envoient de l'aide humanitaire au Congo de l'Est. Il a fait ça récemment à Kinshasa. Mais en même temps, il ne veut pas critiquer Paul Kagame. Et c'est Paul Kagame qui est responsable pour ce qui se passe au Congo de l'Est. Alors rappelons pour ceux qui nous regardent et qui sont de jeunes spectateurs d'Omerta que la France n'a pas de responsabilité coloniale à proprement parler, ni sur le Congo, Kinshasa, ni sur le Rwanda, puisque c'était des colonies belges. Effectivement. Là où la France rentre dans le jeu, outre les relations quand même entre le président Mobutu et la France, c'est que ce sont les militaires français qui se sont retrouvés sur le terrain face à ce génocide de 1994. Oui, effectivement, le Zaïre, le Congo, était une ancienne colonie belge. Et c'est la même chose avec le Rwanda et aussi Burundi. Ils étaient allemands et après ils sont devenus belges. Mais bizarrement, c'est la France qui a joué un plus grand rôle dans tous ces pays parce que je pense que la Belgique s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas vraiment des colonies à l'extérieur. C'était un tout petit pays qui n'avait pas des ambitions impériales. Et la France, au contraire, il y avait tout le côté la chasse gardée, la francophonie, l'organisation de la francophonie, les liens entre la France, le gouvernement ici et l'Afrique. Ils ont été toujours très importants. La France-Afrique, les réseaux FOCA. Oui, et on sait qu'il y avait un côté argent, soutien pour les élections et tout cela. Elf Aquitaine, alors plein d'histoires. Alors, les derniers jours de Mobutu, c'est l'ambassadeur français qui pouvait aller visiter Mobutu quand il voulait parler à personne d'autre parmi les diplomates. Et on sait que Juvenal Habyarimana, l'ancien président, était très lié avec Jean-Christophe Mitterrand, le fils de Mitterrand, qu'il y avait l'armée française qui a formé l'armée rwandaise et que quand les soldats du FPR ont envahi le Rwanda en 1990, il y avait même des militaires français qui sont allés là-bas pour voir un peu ce qui se passait et qui ont soutenu l'armée française. Rwandais, excusez-moi. Et on sait aussi que quand les choses sont devenues très difficiles, il y avait aussi des liens avec les Interahamwe qui ont commis les massacres et l'armée française. Et on sait que quand les hommes et les femmes qui ont commis le génocide, les politiciens, ils devaient fuir le pays. Et la France a aidé plusieurs de ces messieurs à fuir. Et il y en a quand même quelques-uns qui habitent toujours en France, à l'abri de l'État français. Alors visiblement, l'armée française avait en fait bien renseigné l'Élysée sur ce qui se passait là-bas. Et le raté, s'il y a eu raté dans la gestion française de la crise de 1994, semble être plutôt le fait que le chef de l'État, François Mitterrand, ait mis beaucoup de temps à considérer la réalité de la situation et la réalité des rapports.
Oui, je pense qu'avec le Rwanda, on a toujours fait l'erreur de penser que oui, on est amis avec un certain régime, un certain gouvernement, et que c'est ça le plus important. Et je pense d'ailleurs que c'est exactement ce que Macron est en train de faire maintenant avec Kagame, qu'il met en avance ses relations avec Kagame et il voit ce monsieur comme un allié, un partenaire important en Afrique. Et il est en train de faire un peu la même erreur que Mitterrand avait fait avec Habyarimana. Alors, vous avez bien décrit, et dans le livre, et là, aussi les intérêts de realpolitik que la France peut avoir pour tenir ce double discours, c'est-à-dire cette condamnation morale d'un certain nombre d'exactions pour lesquelles le régime de Paul Kagame aurait toujours une responsabilité, et d'un autre côté, le fait qu'on ne remette pas en cause son pouvoir autocratique. Il a été réélu à 97%, je crois, la dernière fois, ce qui laisse présager du réel débat démocratique dans ce pays. Mais plus profondément, comment expliquer le mal-être, le malaise de la France et de l'Occident en général avec la situation actuelle au Rwanda? Je pense qu'il y a un profond sens de culpabilité, parce qu'effectivement, quand les massacres se sont déclenchés au Rwanda, les Nations Unies avaient une force en place et ils se sont dirigés vers l'aéroport. Et ça a pris du temps pour renforcer cette force-là. Alors, on se sent très coupable de tout cela. Et en même temps, on a un peu tendance maintenant à se dire « Oh, mais regardez, c'est un pays qui est très bien réglé, c'est la gestion, c'est merveilleux, regardons un peu les statistiques pour la croissance, l'agriculture, le business, c'est très propre là-bas, on voit qu'il y a des nouveaux bâtiments construits ici et là, on parle le langage de high-tech, et c'est un monsieur moderne, c'est un monsieur qui agit, qui est très proactif, et on aime ça en Occident, on aime bien les dirigeants africains qui donnent l'impression de prendre leur sort dans leurs propres mains. Alors, on a un peu tendance à oublier l'autre côté, c'est qu'il n'y a pas de presse libre et le chef de l'opposition est toujours chez elle ne peut pas sortir. Elle est dans une détention domiciliaire. Une résidence surveillée. Oui, il n'y a pas vraiment... les groupes des droits de l'homme sont infiltrés par le gouvernement. Le système judiciaire, c'est la même histoire. Et les journalistes disparaissent ou ils meurent dans des circonstances très bizarres au Rwanda. Et tous les gens qui sont vraiment critiques de ce régime, ils doivent s'enfuir et ils habitent ailleurs, ils habitent chez nous. Concernant la vision d'avenir de Paul Kagame, et concernant aussi le fait que la France subit aujourd'hui un certain nombre de revers en Afrique, est-ce que Paul Kagame privilégie aujourd'hui la France ou plutôt les anglo-saxons? Est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité de la francophonie, par exemple, ou est-ce qu'au Rwanda, aujourd'hui, on privilégie la langue anglaise? Je trouve la politique de M. Macron et Kagame, c'est cynique et naïf en même temps. Alors, on dit dans la politique qu'il n'y a pas d'amis, il y a d'intérêt. Alors, je pense que les deux dirigeants pensent qu'ils sont très malins. Pour leur intérêt, ça convient d'être des bons amis à ce moment. Mais ça peut très mal tourner. Parce qu'il faut dire que Kagame, si on regarde ce qu'il est en train de faire au Congo avec le mouvement 23, et les tensions entre lui et le gouvernement en Ouganda, les relations entre lui et le Burundi,
C'est un monsieur qui a semé la confusion, le désordre et la violence partout. Alors, comme partenaire, ce n'est pas un bon partenaire pour la France, ni pour l'Angleterre non plus. Michaela Wrang, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui présenter votre livre « Rwanda, Assassins sans frontières » aux éditions Max Milo, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et si vous voulez retrouver les autres grands entretiens d'Omerta, ce sera sur notre application Omerta ou sur le site omertamedia.fr.